Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la rencontre des Bretons partis s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous sommes en Russie. On commence notre voyage à Moscou, ici dans la capitale. Moscou qui conserve les vestiges de son passé communiste. Par exemple, je me trouve en haut de ce qu'on appelait auparavant le mont Lénine. Maintenant, ça s'appelle le mont des Moineaux. Lénine que l'on trouve un peu partout. Derrière moi se trouve le fameux stade Lénine. Lénine qui avait aussi donné son nom à Leningrad, Saint-Pétersbourg. Allez, je vous propose de visiter ces deux villes emblématiques de la Russie, Moscou puis Saint-Pétersbourg, et puis ensuite on trouve nos Bretons. Regardez. Moscou, capitale contrastée et contradictoire, bouillonnante et brouillonne. Moscou et ses poupées russes, ses matrioshkas, ses faux billets, ses pelouses interdites mais bondées, sa circulation toujours très dense et bien sûr, sa place rouge, où chaque pavé aurait bu le sang d'une révolte. Rouge comme le Kremlin et ses 2,5 km de murailles bordées par la rivière Moskova qui a hébergé les tsars, les dirigeants soviétiques et aujourd'hui le président Dimitri Medvedev. Rouge aussi comme la magnifique basilique orthodoxe de Basile le Bienheureux, érigée en 1555 sous le règne d'Ivan le Terrible. Rouge, enfin, comme le granit de la tombe du soldat inconnu et celle de ce dignitaire bien plus connu. Mais attention, la police veille sur le mausolée de Lénine. Interdiction de filmer ici. On se rabattra donc sur le GUM, juste à côté. Le célèbre centre commercial moscovite, bâti à la fin du 19e siècle, a retrouvé dans les années 90 son lustre d'antan. Avec ses 200 boutiques appartenant essentiellement à des marques étrangères, il est devenu un temple de la consommation et du luxe, bien loin de l'esprit bolchevique. À défaut de mausolée de Lénine, on peut visiter également le bunker de Staline, transformé en musée. Situé à 7 km du Kremlin et à 37 mètres de profondeur, cet abri fut construit en 9 mois lors de la Seconde Guerre mondiale afin d'accueillir le gouvernement face à l'avancée des chars allemands. Mais il semblerait que Staline lui-même ne s'y rendit qu'une seule fois. Les années passent, mais l'empreinte du dictateur géorgien marque toujours la capitale. Ne serait-ce que par ces impressionnants bâtiments aux allures d'Empire State Building, qui abritent aujourd'hui des hôtels, des logements et même une université. Ils sont 7 en tout à Moscou, les 7 sœurs, des édifices commandés par Staline en provocation au gratte-ciel de New York. Staline, à qui l'on doit également la construction du métro de Moscou en 1931. Avec 6 millions d'usagers par jour, 300 km de voies, 12 lignes et 84 mètres de profondeur maximale, il est l'un des plus grands, des plus fréquentés et des plus profonds métros du monde. Et c'est aussi le plus beau. Marbre, granit, fresques colorées dans le plus pur style réaliste soviétique et statues de bronze. Comme ici ce chien porte-bonheur dont la truffe a la réputation de porter chance. Et parfois, on se croirait même à Paris. Et ce n'est pas seulement le cas du métro. Ici, dans la rue de l'Arbat, règne également un petit parfum parisien. Eh ben, on est sur la rue Arbat. C'est la rue la plus célèbre de Moscou, qui figure dans tous les guides et qui attire à chaque fois des foules et des foules de touristes étrangers. C'est une rue très intéressante, une des plus vieilles à Moscou. Mais aussi, pour nous, les Russes, c'était une rue comme une première gorgée de liberté, puisque à la fin des années 80, à l'époque de la perestroïka, elle est devenue la première rue piétonne où venaient se produire des artistes amateurs qui s'exprimaient librement. Et pour nous, c'était très important, puisqu'avant, on n'avait pas cette possibilité. Ici bat le cœur de la ville. Comme on dit chez nous à Moscou, les vrais moscovites étaient nés sur la rue Arbat ou alentour. De vrais moscovites et de vrais touristes aussi. Des touristes qui, comme beaucoup de Russes, aiment cet autre endroit de Moscou, surtout s'ils sont amoureux.
Le romantique pont Louskov était tellement encombré de cadenas que des arbres métalliques ont été installés à côté à partir de 2005 afin de permettre aux jeunes mariés d'y accrocher leur cœur cadenassé. Et la tradition se perpétue. On y trouve même des poèmes écrits en français. Mais sans doute pas à la hauteur du plus célèbre des poètes ici, Alexandre Pouchkine, symbole de l'âme russe. Pouchkine, c'est aussi le nom de l'agence de Youri, que l'on retrouve ici au parc Ismaïlovo, un petit condensé de Russie en plein Moscou. Il y a à peu près 15 ans, on a reconstitué à cet endroit une sorte de forteresse. C'est une construction récente, mais qui imite les anciennes et traditionnelles constructions russes, comme Kremlin, Izba, église, chapelle, petit kiosque, où on vend des objets d'art et d'artisanat. C'est l'endroit très aimé, très fréquenté par les touristes étrangers, puisqu'ici on peut trouver tout ce qu'on produit dans ce secteur artisanal en Russie. Et en plus, surtout le week-end, samedi, dimanche, ici, les gens viennent visiter l'énorme marché aux puces. Mais aussi le musée de la vodka. Autour de la boisson nationale, on y croise les portraits familiers d'anciens présidents réformateurs, amateurs du célèbre breuvage à base de pommes de terre. Mais ici, Gorbatchev et Yeltsin sont loin d'être les héros célébrés par l'Occident. Ils sont surnommés Terminator 1 et Terminator 2 par beaucoup de Russes, notamment par les quinquagénaires. Pour les personnes âgées de plus de 50 ans, oui, on est nostalgique du passé, à l'époque soviétique. On n'était pas riche, on vivait plutôt modestement, mais il n'y avait pas de pauvreté criante comme aujourd'hui. Les gens étaient pris en charge par l'État complètement. Nous avions un système de santé et d'enseignement des meilleurs au monde et gratuit qui nous permettait d'aller une fois par an au moins au bord de la mer pour 24 jours. Mais on était bien derrière ce rideau puisqu'on ne savait pas comment est la vie derrière. On est très content de notre vie. Et après la levée du rideau, quand on a tout vu, tout appris, beaucoup de gens de ma génération sont devenus malheureux. D'autres catégories de gens, les jeunes, vont vous répondre, bien sûr, on est content de notre présent, on n'est pas nostalgique. Les gens qui n'ont pas de passé, de vécu. Alors, de quoi être nostalgique? Il n'y en a pas de raison. Nostalgique, Pierre le Grand, lui, ne l'était pas. Le tsar n'aimait pas Moscou, faite de bois et de broc. Il fit donc construire une ville en pierre au bord de la Baltique, Saint-Pétersbourg, la moins russe des villes russes, que l'on peut désormais rejoindre depuis Moscou en moins de 4 heures avec le tout nouveau TGV local, le Sapsan, ouvert en décembre 2009. Premier port de Russie et deuxième ville du pays avec 5 millions d'habitants, Saint-Pétersbourg est une ville récente. Le 27 mai 1703, donc, le tsar Pierre a posé la première pierre de la forteresse Pierre et Paul. Cette date aujourd'hui est considérée comme la date de la naissance, de la fondation de la ville de Saint-Pétersbourg. Et vous voyez, la ville elle-même, elle s'est formée autour de la forteresse Pierre et Paul. Celle-ci, elle a donné son nom à la ville 9 ans après sa fondation, déjà à l'année 1712. La ville est devenue la capitale de la Russie. C'était la capitale de toute la Russie jusqu'à l'année 1918. C'est-à-dire jusqu'à la révolution bolchéviste, ou bien la révolution d'octobre. Notre ville est souvent appelée la capitale culturelle parce que vraiment c'est la ville des musées, théâtres, donc galeries de peinture. C'est aussi la ville de nuit blanche, donc parce que cette belle saison attire beaucoup de touristes, beaucoup de gens chaque année. Cette saison qui ne dure que 2 mois. Donc, elle débute juste voilà, maintenant, le 27 mai, et s'achève le 27 juillet. Donc, il y a beaucoup de touristes. Autant profiter de cette période pour visiter la ville, même si le temps y est beaucoup plus changeant qu'à Moscou. On ne manquera pas de voir la cathédrale Saint-Isaac, inspirée de Saint-Paul de Londres, érigée entre autres sous le règne de Nicolas Ier, dont la statue lui fait face, la plus vaste du pays,
Ou encore l'hôtel Astoria, tout proche, le célèbre palace 5 étoiles. Et à défaut de ciel bleu, rendez-vous à l'église Saint-Nicolas-des-Marins, toute de bleu clair revêtue. Certes, partant de pluie, la ville des 600 palais fait grise mine. En voici un, le plus connu, le palais d'hiver, sur la rive gauche de la Neva. Il abrite le célébrissime musée de l'Ermitage, riche de 3 millions d'œuvres d'art, initié par Catherine II, la Grande Catherine. Le musée fut ouvert au public pour la première fois en 1852. Bien sûr, un incontournable de Saint-Pétersbourg et un abri somptueux en cas de pluie. Si la météo le permet, rien de tel que de poursuivre la balade via les canaux de celle que l'on surnomme aussi la Venise du Nord. La bien nommée puisqu'ici aussi, il y a un pont des Soupirs. Un pont qui lui ressemble du moins. Mais pour voir la ville d'encore plus près, déambuler sur la perspective Niewski, les Champs-Élysées locaux, et admirer ses façades de style baroque ou classique, reconstruites à l'identique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et totalement restaurées avant le tricentenaire de la cité culturelle, célébrée avec faste en 2003, sous l'impulsion de l'enfant du pays, Vladimir Poutine. Si l'ancienne Léningrad est très fière d'avoir vu naître l'ex-président, mais aussi l'actuel, elle met en revanche moins en avant son passé soviétique, et notamment celui qui lui donna son nom entre 1924 et 1991. Lénine, encore lui, mais décidément beaucoup plus discret ici. Enfin, même si le pays est truffé de symboles occidentaux, une visite en Russie ne saurait se terminer sans tenter de se rapprocher au plus près de l'âme russe. Pour cela, direction les multiples restaurants et tavernes du pays. Outre la vodka, la musique traditionnelle est aussi de tous les festins. Entre-temps, je suis de retour à Moscou, juste devant le célèbre théâtre du Bolchoï, et je suis entourée de 2 Bretons. À ma droite, Guillaume Émilie, vous avez 29 ans, dont 4 ans déjà à Moscou. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Et à ma gauche, Patrice Lelanne, vous avez 46 ans, dont 17 ans déjà à Moscou. Vous êtes entrepreneur, créateur d'une société spécialisée dans l'édition de magazines de beauté. Et vous n'êtes pas complètement un pur produit brestois, puisque vous avez un grand-père brestois qui a émigré dans le sud. D'où votre petite pointe d'accent qu'on entendra tout de suite. Alors racontez-nous votre aventure russe. Ça a commencé il y a 17 ans. Tout à fait, oui. Alors l'aventure russe, c'est vrai qu'il y a 17 ans, on jouait, on pouvait arriver ici un petit peu avec un autre regard. On était jeunes, on avait envie de changer d'horizon, de ce qu'on avait l'habitude de voir en France. Et puis, pas sur un coup de tête, mais sur un coup de cœur, on dirait entre guillemets. En 89, déjà, on était avec des amis étudiants sur le mur de Berlin au moment de la chute du mur. Et sur un coup de cœur, un de mes amis étudiants m'a dit « Allez, viens, on a 30 ans, on est jeunes, on peut tenter le coup. » On a débarqué ici avec une valise. Et sans se poser la question de ce qu'on allait y faire, si on allait y rester ou non. On venait, mais vraiment en vivant au jour le jour. C'était facile de monter sa propre affaire en Russie ? C'était pas évident. C'était pas évident, c'était un petit peu plus, c'était complètement moins organisé, c'est désorganisé total, mais on sentait que tout était réalisable et que rien n'était impossible. Et il y avait ce qu'on appelait le système D qui permettait de résoudre tous les problèmes qu'il y avait à résoudre. Il fallait être patient, il fallait ne pas se prendre au sérieux et il fallait jouer le jeu. Ce qui vous a fait rester aussi, parce que ça fait quand même 17 ans que vous êtes ici, vous êtes marié à une Russe. Oui, c'est vrai que les femmes russes sont des femmes qui sont magnifiques. Donc en général, on tombe amoureux d'une femme russe et on se marie, on a des enfants. Vous en avez combien ? 2. Qui ont quel âge ? Qui ont 14 et 10 ans et qui ont cette, auprès desquels j'ai voulu inculquer cette double culture. Donc bilingue ? Trilingue même, parce qu'ils ont besoin de l'anglais. Donc ils m'ont doublé en anglais, donc c'est déjà une bonne chose, en cours complémentaire, mais qui parlent français à la maison avec moi et qui parlent russe avec leur mère. Donc qui sont carrément trilingues maintenant, oui. Est-ce que vous vous voyez un jour retourner en France ? Aujourd'hui, oui, on vit, je crois, on vit où nos enfants vivent d'une certaine façon quand on s'implique dans leur éducation. Aujourd'hui, ils sont scolarisés ici, je les suis ici, je travaille ici, ma famille est ici, mais je pense qu'on peut être amené à vivre, parce que la Russie est quand même un pays assez dur.
c'est un pays dur. Pas seulement dans le fait d'avoir cet hiver qui est long, mais c'est un pays pas évident. Même si tout est possible, je pense qu'il y a on se trouve affronté en permanence à certaines difficultés dont on se passerait volontiers. Et je pense que par rapport à ça, c'est sûr que ce n'est pas le paradis sur Terre pour pouvoir vivre. C'est un pays qui vous prend et qui ne vous lâche pas. Je crois que c'est un pays d'émotions, c'est un pays qui passionne, c'est un pays très très riche et très très fort en émotions. À partir du moment où on parle russe et on communique avec des Russes, on a des amis russes, on saute des étapes et des barrières où on rentre dans d'autres relations qui sont des relations très émotionnelles et très fortes et très vives. Et je crois que c'est un pays qui vous prend et qui ne vous lâche pas. C'est peut-être ça qui empêche d'ailleurs certaines personnes comme moi peut-être de partir. Peut-être. Mais je crois que c'est un pays passionnant. Donc j'encourage tous ceux qui veulent venir en Russie à venir en Russie et à essayer de vivre une aventure que j'espère qui sera lucrative. Un pays qui prend, on l'a bien entendu. C'est votre cas aussi, Guillaume Émilie. La Russie, c'est un pays qui vous a pris. Racontez-nous votre expérience. Comment je suis arrivé en Russie, c'est-à-dire je faisais du hockey sur glace à Brest, aux Albatros. J'ai eu un entraîneur russe pendant 10 ans, j'ai fréquenté des joueurs russes. À chaque fois, le contact est bien passé. Ça m'a donné l'envie de découvrir le pays. Et à la fin de mes études, j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer une personne qui m'a dit je peux t'aider à venir à Moscou, mais la décision c'est aujourd'hui. Donc j'ai pas eu longtemps à réfléchir. Étant donné que j'ai réfléchi depuis plusieurs années déjà, j'ai dit je vais y aller, j'ai rien à perdre de toute façon. Et donc arrivé à Moscou, 31 octobre 2006, donc la neige. Quand on arrive en Russie en étant tout seul, sans parler la langue, c'est difficile. Donc une première année, on va dire, de galère un petit peu. Premier emploi pas très positif. Tu fais de la barrière de la langue où on ne parle pas russe. Les Russes autour ne parlent ni anglais ni français. Donc on perd un peu de temps, mais on comprend vite que si on n'apprend pas la langue, il n'y a aucune vision long terme ici. Donc on s'y met petit à petit la situation s'améliore, on se fait des amis, on s'intègre à la communauté, on découvre la culture. Et on commence à faire sa vie ici, quoi. Et vous aussi, vous êtes presque marié, vous avez une compagne russe et je crois que vous attendez un enfant. Voilà, c'est prévu pour le mois de décembre. Mais vous restez très brestois, breton quand même dans l'âme, peut-être un peu plus que Patrice Lelanne, puisque vous avez même, pas créé, mais en tout cas vous dirigez le Club des Bretons à Moscou. On essaye de regrouper les Bretons qui peuvent vivre à Moscou, qui sont de passage ou qui sont ici, ou même les Russes qui sont amoureux de la Bretagne, parce qu'il y en a énormément. On a pu faire la rencontre de Russes qui dansent, qui jouent de la musique bretonne, qui se regroupent plusieurs fois par mois pour faire partager cette culture. Et même des cours de breton à la faculté, je crois. Des cours de langue bretonne à la faculté, exactement. Incroyable. Combien y a-t-il de membres dans votre association de Bretons de Moscou ? On va dire une quarantaine de répertoriés, entre 10 et 15 de personnes plus ou moins actives. Est-ce qu'il y a Éric Le Provost dans ces membres ? Il fait partie de la liste. Vous aussi, vous connaissez Éric Le Provost ? Bien sûr, je connais Éric, oui. Parce que tous les deux, vous êtes pourtant bretons, mais vous ne connaissiez pas, mais vous avez un point commun, vous connaissez Éric Le Provost, un autre breton installé à Moscou que mes deux voisins connaissent. Je vous propose à votre tour de le découvrir. Regardez. Et voici Éric Le Provost, le propriétaire de ce restaurant français en plein Moscou, le Carré Blanc. Mais avant d'en arriver là, ce fils de Malouin et de Morlésienne, passionné de cuisine, a beaucoup bourlingué. Un CAP à Rennes, la Tour d'Argent à Paris, les bateaux de croisière et plusieurs années en Écosse et aux États-Unis. Et je suis retourné en France pendant 1 an. J'ai refait des grands restaurants. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas rester en France. C'était pas vraiment l'endroit où je me sentais bien. Un jour, lorsque j'étais rentré à Saint-Malo, mon père a trouvé dans le journal L'Hôtellerie une annonce pour Moscou. Alors, ma première réaction, c'est lorsqu'il me demandait est-ce que ça t'intéresse, c'était non. Mais bon, il a insisté pour que j'envoie un CV. Et 2 jours après, j'avais un coup de téléphone le matin, après une fête, où j'étais pas vraiment disposé pour répondre. J'ai demandé qu'on me rappelle dans 2 jours, ils m'ont rappelé dans l'après-midi. Et l'aventure russe démarre, quelque temps après, un jour de Noël. J'ai décidé de partir le 24 décembre 1991. C'était juste quand la Russie s'ouvrait. J'ai pris l'avion, qui m'a fait un peu peur. C'était Tupolev à l'époque, où les sièges se rabattaient et puis les Russes fêtaient leur retour en Russie. Donc tout le monde était debout au décollage, et avec la vodka et tout. Donc moi j'étais tout seul assis.
en train de me demander si j'allais arriver quand même à Moscou. L'anecdote, c'est que lorsque je suis arrivé là-bas, il y avait tous les taximans qui, comme ce n'est pas des sociétés privées, c'est des individuels qui n'arrêtaient pas de me demander un taxi. Et ne voyant pas le chauffeur de la société venir me chercher, je me suis décidé à partir tout seul. Puis je me suis aperçu que je n'avais pas d'adresse. Et du coup, on a roulé. Et à un moment, je commençais à me poser la question, je ne comprenais pas. Bon, c'était quand même le soir. Je ne comprenais pas, il n'y avait pas du tout de lumière. Et au bout d'un moment, je dis au gars, mais c'est où, Moscou? Et j'ai compris qu'il ne parlait pas du tout anglais. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose pour m'orienter. J'ai dit, bon, le Kremlin, il est où? Et il me dit, il est en face de toi. Et après cette arrivée assez tumultueuse, Éric s'installe petit à petit. J'ai ouvert pratiquement le premier restaurant français, vraiment. Et à cette époque-là, j'ai fait venir le premier sommelier français à Moscou. Et là, j'ai été contacté par un grand restaurateur de Moscou, Alain Delos, pour ouvrir le meilleur restaurant, le restaurant gastronomique de Moscou. On a ouvert en plein dans la crise, c'était 98, ouais. Ça s'est très bien passé. On a commencé à fidéliser tous nos amis. Et de restaurant en restaurant, ils venaient avec nous. Et dans tous ces amis, il y avait aussi des étrangers. Et à un moment, j'ai décidé que je voulais monter mon affaire. Donc j'ai trouvé des investisseurs qui étaient mes amis. Et puis un des investisseurs avait cette maison ici, le Carré Blanc. Le Carré Blanc, dont le nom s'inspire du tableau éponyme de Malevich. C'est la dernière aventure d'Éric pour le moment. Le Carré Blanc a ouvert le 5 décembre 2001. Et on a commencé avec mon partenaire. Et j'ai pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Un an après, il est décédé. Et du coup, ça a été assez dur à cette période-là parce que bon, il était pratiquement 60% de la clientèle. Parce que c'était un showman. On était comme frères en plus. On était un duo, on était connus tout le temps ensemble. Et puis j'ai continué à m'occuper du Carré Blanc jusqu'à ce jour. Un restaurant qui compte 60 personnes au total et qui propose une cuisine française mais adaptée. La première recette qui m'a pas choqué, qui m'a étonné, c'est lorsqu'un Russe m'a demandé si je savais faire un steak tartare. Et donc je lui ai répondu oui. Donc déjà il voulait me connaître pour savoir si j'étais vraiment français. Donc je lui ai demandé s'il voulait voir mon passeport, il m'a dit non. Et il m'a demandé est-ce que vous savez faire un steak tartare. Donc c'était le premier steak tartare que je faisais à Moscou. Et c'est le premier steak tartare qu'il y avait à Moscou. Premier steak tartare et première mode de beurre salé sur la table. Mais c'est le seul clin d'œil à la Bretagne dans ce restaurant, même si la région lui manque. Ce qui manque, bon, c'est la mer. C'est la digue, c'est d'aller sur la digue à Saint-Malo. Non, c'est différent de rentrer maintenant à Saint-Malo. Alors que j'y ai vécu, j'y vais plutôt pour me reposer et pour être calme. Et de fait, il ne souhaite pas rentrer en France car sa vie est ici, à Moscou. Ce père de 2 filles, marié à une Russe, y vit depuis 20 ans maintenant. Et il compte bien rester, même si la crise est passée par là. Je pense que il y a certains cœurs de métier qui disent qu'ils sont déjà sortis de la crise. La restauration, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça reprend, mais... et c'est vraiment la moyenne gamme qui en ce moment marche très très bien. Nous, on n'est pas le haut de gamme. En plus, nous, faut voir une chose, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a monté le restaurant, on avait 2 formules, on était gastronomique et on avait le bistrot. Aujourd'hui, on a tout mis ensemble. Donc on a mélangé, on a fait genre une brasserie. Le menu est le même partout, mais on a baissé les prix. On a changé aussi les produits. Ça a changé la cuisine française ici à Moscou. Autant lorsque je suis arrivé, on était pratiquement une vingtaine de chefs. Et la cuisine française était primée. Il y a eu tout simplement un changement avec la virus, où il y a une moyenne classe qui s'est formée et qui n'était pas prêt à payer ce genre de prix et qui ne connaissait même pas ce genre de produits et ce genre de plats. Et du coup, la clientèle a commencé à changer. Et ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a plus que 3 restaurants français plutôt. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on voit une demande des régions pour la cuisine française. Et ça commence à très très bien marcher. Ça démocratise la cuisine française, ce qui manquait. Et pour mieux vendre la cuisine française, Éric est également consultant partout en Russie. C'est une autre vie qui attend ce Breton infatigable une fois qu'il quitte son restaurant. Ainsi se termine Breton d'ailleurs en Russie. On se quitte à Saint-Pétersbourg, au pied de la cathédrale du Saint-Sauveur sur le Sang Versé. Une cathédrale relativement récente puisqu'elle a été créée au début du XXe siècle, commandée par le tsar Alexandre III en hommage à son père, Alexandre II, qui fut tué ici même, à cet endroit même, en 1881.
Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la revoir sur notre site internet www.tbotv.fr. Sinon, au mois prochain, et comme on dit ici, das Vidanie!